Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. En Algérie, la situation actuelle est dramatique. Des milliers de malades, des dizaines de morts par jour, des hôpitaux et des centres sanitaires complètement dépassés, un système de santé publique moribond et des décideurs qui ne se soucient que de sauver leur tête, celle de leurs enfants et de leurs proches, celle de leurs serviteurs, de sauver le régime de la junte militaire, de saisir la moindre occasion pour détourner l'argent de la solidarité populaire en ces temps de pandémie et de livrer les enfants du peuple à la mort partout dans le pays. Nombreux sont les Algériens et les Algériennes qui meurent par manque d'oxygène. À l'hôpital Mustapha Bacha, à l'hôpital de Beni Msous, à Alger, un peu plus loin, à l'hôpital de Zeralda et à l'hôpital de Intaya, des malades atteints de la Covid-19 rendent l'âme par étouffement. Dans les hôpitaux de Tnia, ou de Boumerdès, de Tizi Ouzou, de Borni, de Dra el-Mizan, de l'Arba'a Thirathan, de Ain el-Hammam, de Béjaïa, de Sidi Aish, de Ouqas, de Bouira, de Ouaran, de Tlemcen, d'Al Ghazawat, d'Al Attaf, de Stif, de Skikda, d'Oum le Bouaki, de Constantine, de Tamnrasset, dans la quasi-totalité des hôpitaux du pays. Des centaines d'Algériens sont menacés de mort par manque d'oxygène. Le pire, c'est que le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, accuse les médecins, les différents acteurs du secteur de la santé publique et les citoyens qui dénoncent les faux chiffres avancés par son département sur la situation pandémique en Algérie, de propager des rumeurs pour nuire au pays. Rien que cela, écrit le collectif Libérant Algérie. Tous les signes de la débâcle sont là. Abdelmoumen Oueld Qaddour a été placé jeudi, donc ce matin, en détention préventive à la maison d'arrêt d'Al-Harrach, après avoir été déféré dans la matinée devant le procureur de la République. Ce dernier lui a signifié les charges pour lesquelles il fait l'objet de poursuites dans un mandat d'arrêt international, à savoir dilapidation de deniers publics, mauvais usage de la fonction, octroi de privilèges indus et achat de la raffinerie Augusta. Tout ce qui est entrepris ne relève plus d'une décision centrale et consensuelle au cœur d'un même système, mais d'un affrontement entre clans rivaux fluctuants et dont les membres sont les transfuges conjoncturels. Aujourd'hui avec l'un, demain avec le clan adverse. Et ceci est d'une dangerosité bien sûr extrême, signe d'une situation de plus en plus incontrôlable, que rien ni personne ne pourra endiguer, et dont la gravité est exponentielle. Nous sommes en roue libre dans une dynamique que plus personne ne contrôle, en accélération constante et qui est continuellement aggravée par des prises de décision intempestives qui ne se distinguent que par l'obstination et l'aveuglement. L'Algérie n'a jamais connu un tel péril, même à ses moments les plus sombres. Dans quel but l'ordre a été donné de prendre ces photos immorales de Oued Qaddour en public? Exhibition sadique aux vengeances personnelles. Qui a pris cette décision? Écrit Jamaldin Benchenouf. La honteuse exhibition de Oued Qaddour montre le vrai visage de ce système, de sa justice, de sa presse. Nul n'est au-dessus des lois, mais nul ne peut être humilié de cette façon indigne. De son côté, l'éditorialiste d'El Djish revient, comme à son accoutumée, à la langue de bois, aux insultes et à la fuite en avant, en préférant parler de l'ennemi extérieur, de la main étrangère, en pointant du doigt le Maroc et le Pegasus. Oublions à la même occasion que Oued Qaddour lui-même était déjà arrêté, jugé et incarcéré pour espionnage. Mais ce même espion, il annonce seulement retrouver sa liberté, mais l'homme a été promu au rang de décédeur quelques années après. Il est nommé à la tête de la grande compagnie nationale, la Sonatrach. Alors, M. Chingreha, l'espionnage, oui, on en parle, mais parlons de tout le monde dans ce cas.
Algérie, hémorragie interne et fuite en avant. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Monsieur Hassan Hersh, docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan Hersh, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent et à tes invités. Merci. Avec nous aussi Mourad Yafsah, militant politique. Mourad Yafsah, bonsoir. Azoul Aslema. Bonsoir à Hussein et puis bonsoir à tous les citoyens, compatriotes qui sont à l'écoute de cette chaîne. Et merci. Avec nous aussi Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd Aknin Azoul Aslema, bonsoir. Azoul Hussein, salam alaikum, Azoul Flaoun, bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Avec nous aussi depuis Alger, Issa Rahmoun, avocat et défenseur des droits de l'homme. Issa Rahmoun n'est pas encore là, donc on va essayer de le joindre après. Hassan Hersh, la situation donc est dramatique, on parle d'hécatombe en Algérie. Comment avez-vous suivi cette catastrophe sanitaire? Je l'ai suivi avec tristesse et compassion. Je pense évidemment à toutes les familles qui sont endeuillés, qui sont frappés dans leur chair, dans leurs proches. Moi, personnellement, beaucoup de personnes, je ne vais pas les citer, dans mon village, et Ouadéenne, qui sont décédés, que je connais très très bien. Et j'en profite pour présenter mes condoléances à toutes les familles, chacune en son nom, et à toutes les familles algériennes. Et voilà, c'est une situation extrêmement difficile. Ma famille aussi, je les invite à vraiment prendre soin de chaque membre et prendre soin d'elles. Et puis à se faire vacciner dès que possible. Moi, j'appelle les miens à se faire vacciner. Même s'il y a une parano, aujourd'hui, une espèce de complotisme qui entoure les vaccins. Malheureusement, c'est une ambiance générale, hein, ça ne concerne pas que les vaccins. Mais on voit bien que dans les grands pays où la vaccination a été massive, importante et qui a touché beaucoup de citoyens, on voit bien que les décès sont limités. Essentiellement les gens non vaccinés. Et oui, et une diminution drastique. Donc, j'en appelle à la conscience des uns et des autres. Et puis, je suis particulièrement solidaire avec tous les soignants, médecins, infirmières, aides-soignants, tout le personnel. Et puis, j'ai toute ma reconnaissance aussi pour toutes les associations, pour tous les individus, tous les acteurs sociaux qui mènent une bataille incroyable et qui essayent de procurer par tous les moyens du matériel pour les hôpitaux, pour les centres de santé, etc., aussi bien en Algérie que dans l'émigration. Les images de solidarité sont magnifiques. Des choses extraordinaires. Ça prouve justement que, comme disait le slogan du Hirak pendant plus de 2 ans, Beladna Ondiro Raina, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une demande d'autonomie, c'est une demande de citoyenneté, d'agir localement, régionalement et au niveau national. C'est parce qu'on ne fait plus confiance justement à ce pouvoir ou... Non, on ne peut pas faire confiance à ce pouvoir parce qu'il est basé sur le mensonge d'État. Il donne de faux chiffres, il oriente mal le peu de matériel qu'il y a, il ne s'occupe pas des citoyens, il ne s'occupe pas de son peuple. Aujourd'hui, tout le monde sait que le régime a une seule préoccupation, c'est comment se reproduire, se perpétuer, comment perdurer, et y compris avec comme la répression que l'on connaît. Je pense aussi aux prisonniers, notamment à mes amis Hamou Boumdine, plus de 195 Aziz Aït Chebib, Hossein Azem et beaucoup d'autres. Donc c'est des gens qui n'ont pas leur place en prison. Ils doivent être dehors pour aider justement les malades, pour aider les médecins, pour aider justement le personnel soignant. Ils ont un rôle à jouer dans la société, ils sont écoutés, ils ont une surface sociale. Leur place n'est pas en prison, ils n'ont rien fait de répréhensible.
Et c'est absolument scandaleux. Je vois l'éditorial, peut-être que vous allez en va parler, revenir, oui. l'éditorial d'El Jaish qui parle des droits de l'homme, Oui. qui parle de la violation des droits de l'homme. Ils sont les premiers à violer les droits de l'homme, à mettre des citoyens politiques, associatifs, qui n'ont fait qu'exprimer leurs opinions, à les mettre dans des conditions absolument épouvantables, dans des prisons épouvantables, et qui peut-être sont en danger aujourd'hui. Certainement. Voilà. Ouais. Pas seulement ceux qui sont en grève de la faim, que je salue et avec lesquels je suis entièrement solidaire, mais aussi tous les autres prisonniers, y compris du reste des droits communs. Je ne parle pas de la nomenclature, je ne parle pas des règlements de compte entre eux, etc. Pas de mais voilà, je parle des petits prisonniers, oui, d'accord. voilà, des droits communs et particulièrement des prisonniers de politique et d'opinion. Justement, puisque Hassan Hirosh, vous avez parlé du mensonge politique, justement du mensonge de l'État, on va regarder cette vidéo de l'ex-ministre de la Santé Boudiaf et on continue le débat. عندنا إمكانيات اللي في كثير من الدول الأوروبية مش موجودة، وأنا نتحمل المسؤولية تاع الكلام تاعي، واللي حب يشوف من الصحفيين أو من الرأي العام أو من السياسيين احنا مستعدين نعتلو يشوف. عندنا تجهيزات اللي راهي موجودة في الجزائر وماهيش موجودة في أوروبا، وأنا نتحمل المسؤولية تاع هذا الكلام هذا. لا نجد هذا إلا ممكن في دولة أو دولتين في العالم، أقول ممكن أمريكا وممكن بعض دولة أو دولتين خارج أمريكا. Moradif, c'est incroyable, hein. Il est passé où ce matériel 3 ans, 4 ans après. Je pense que c'est ce que tu viens de passer, Houssine, est vraiment c'est très important de le voir, parce que on discute de ce qui se passe dans notre pays, on discute de la responsabilité du système et de ceux qui sont à la tête de ce système. Décideurs, oui. Et c'est bien donc de partir des faits. Et ça, c'est un fait. Oui. C'est un fait. C'est ce que déclare le plus haut responsable du secteur de la santé. On a même Tebboune qui dit Exactement. Donc, ce qu'il vient de dire, et en plus de ça, il ose dire, je prends toute ma responsabilité. Et là, on est légitime aujourd'hui, avec les compatriotes algériens, oui. on est légitime pour lui dire, mais quelle responsabilité maintenant tirez-vous donc de ce que vous avez dit il y a quelques mois et de la situation dramatique que vivent des milliers d'Algériens qui sont aujourd'hui dans une situation donc, gravissime. Et les médecins en premier lieu. Alors, je pense qu'il y a cet aspect, il faut absolument, à mon avis, c'est vraiment important. C'est une responsabilité, effectivement, du ministre, de son gouvernement et de ceux qui dirigent ce secteur de la santé. Il faut dire une chose, c'est que il y a une campagne en ce moment qui prend des proportions qui est énorme. Oui. Et y compris les représentants du système eux-mêmes, hein, dans différents secteurs, ils participent. C'est en tentant donc de transférer la responsabilité vers les citoyens. C'est-à-dire que la question de la solidarité donc des citoyens algériens, donc de la société qui réagit face à un danger, qui devrait être un phénomène complémentaire à ce que devraient faire les professionnels de la santé. Les professionnels, quand je dis les professionnels de la santé, ceux qui gèrent la santé. Je ne parle pas des médecins, je parle pas, je parle de l'État, je parle des institutions directement responsables et qui ont des budgets. Je tiens à rappeler le budget de la sécurité sociale. Elle donne chaque année aux hôpitaux 100 milliards de dinars. 100 milliards de dinars de dotation que la sécurité sociale donne aux hôpitaux. Où va tout cet argent? C'est énorme. Oui. C'est pas une petite chose. Alors que là, aujourd'hui, on voit des citoyens ici, en France, au Canada et un peu partout, qui sont en train de ramasser donc, par 10 euros, par 20 euros, par 50 euros pour acheter donc, des générateurs.
Attention, quand on dit ils y arrivent, je pense que le fait qu'il y a des centaines de morts, parce qu'il y a une deuxième responsabilité de ces responsables, de ces plus hauts responsables, jusqu'au président de la République, hein, jusqu'à Tebboune, qui fait qu'ils ne veulent pas donner les vrais chiffres. Parce que, disait tout à l'heure Hassan que vraiment qu'il est triste et qu'il est peiné par la situation. Mais le stress dans lequel nous vivons à l'étranger, dans la diaspora, c'est pas seulement parce que effectivement il y a la question donc du Covid, mais c'est le fait qu'il n'y a pas d'information. Oui. Alors le ministre a peut-être répondu à cette question en disant qu'il ne faut pas semer justement la panique et le stress auprès de citoyens. Oui, mais c'est le manque d'informations viables et fiables qui fait que ça crée la panique. Ils sont eux-mêmes l'origine de la panique. Si effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent cacher justement les informations. S'ils étaient capables aujourd'hui de donner des chiffres quotidiennement, des chiffres qui se rapprochent de la réalité, à 5 près, à 6 près, à 10 près. Donc, on sait effectivement les calculs statistiques pour ceux qui font... Il y a beaucoup de statisticiens en Algérie, il y a beaucoup de mathématiciens, il y a beaucoup de gens qui savent faire ce travail. Ils peuvent le faire. Le problème, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire, c'est parce que les décideurs ne veulent pas que cette information soit diffusée, soit donnée. La preuve, c'est qu'ils menacent les professionnels de santé qui font effectivement des témoignages. Et même les médias, même les jeunes justement qui filment, qui donnent des informations. On a vu ce qui s'est passé avec le jeune de Skikda, sur la prison. Oui, donc c'est cette situation qui est dramatique. Donc encore une fois... Juste pour rajouter de l'eau à ton moulin, un des responsables de l'hôpital Mustapha à Alger a dit que pour avoir à peu près le vrai chiffre, il faut multiplier le chiffre officiel par 30. Exact, oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, je pense que cette situation, encore une fois, elle démontre, à mon avis, deux choses qui sont, à mon avis, importantes. Premièrement, la faillite de ce système du plus haut jusqu'au plus petit responsable. Parce sur que, tous les plans. Parce que la bureaucratie du système politique algérien qui a gangréné l'État et ses institutions, elle va du plus haut jusqu'au plus petit. La corruption qui a comment dirais-je, qui a englouti des milliards et des milliards, aujourd'hui, effectivement, on le paye par des vies humaines. Ça, c'est la première chose. À mon avis, c'est une conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui, quelques semaines après donc, le début de cette troisième vague. La deuxième chose, c'est que la réaction, la solidarité, je dirais nationale des citoyens, de la société algérienne, donc des citoyens algériens, elle est exemplaire. Encore une fois, elle vient de démontrer que le vrai, le juste et je dirais le solide, il est là-dedans, il est dans la société, il est chez les citoyens, il n'est pas chez ceux qui dirigent aujourd'hui ce pays. Donc, on assiste à un véritable hirak sanitaire. Exactement. Il y a effectivement une expression. Juste la troisième chose. La révolution sanitaire, on l'appelle. Hassan a dit un mot par rapport donc, aux détenus politiques et tous les détenus politiques. Oui. Et je pense que dans cette situation aussi, le maintien de ces centaines de détenus politiques, le maintien de cette politique sécuritaire, d'intimidation... Plus de 194 détenus. Mais il y a les détenus, mais il y a aussi des tracasseries quotidiennes, de centaines de citoyens et de militants. Et ça, c'est criminel. C'est une politique criminelle de la part donc, de ce gouvernement, alors qu'on voit bien comment sont en train donc, de réagir aussi bien les citoyens. Et les premiers d'entre eux, bien sûr, c'est les militants du Hirak qui tentent d'organiser. Aujourd'hui, j'ai appris par donc une militante qui est dans le CCF. Excuse-moi, le gouvernement n'est qu'une façade. Oui, effectivement. Non, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, parce que si on dit seulement une façade, c'est vrai que c'est une façade qui obéit, mais elle a la responsabilité. En occupant ces postes, en disant que c'est une façade, c'est vrai, c'est une façade, mais elle porte la responsabilité. Et le ministre lui-même, il vient de le dire, il dit, je prends la responsabilité de ce que je dis. Ben oui, c'est ça.
C'est-à-dire que... Il démissionne. Bien sûr, aujourd'hui, il doit, c'est pas seulement démissionner, Oui. c'est que c'est plus doit que ça. rendre des comptes. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc voilà, donc quelques éléments. Je voulais juste dire qu'il y a énormément d'associations, de militants du Hirak qui aujourd'hui font donc de la coordination de cette solidarité et se donnent à fond. Et bien sûr que c'est pas à eux de faire ce travail. Ils font ce qu'ils peuvent. Est-ce que la solidarité pourrait remplacer l'État? D'abord, merci encore une fois pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs. Nous les perdons l'un après l'autre. En Algérie, parfois il manque d'oxygène, parfois ils suffoquent, d'autres fois ils agonisent. Et à ce moment-là, nous vivons chaque seconde de souffrance d'Algériennes et d'Algériens là où il est. Et particulièrement en Algérie, dans notre chair, dans notre peau. Oui. Vous dire aujourd'hui qu'il y a un Algérien sur cette terre qui vit bien, là où je rencontre un Algérien dans le métro, dans le travail, tristesse, colère, mais aussi effectivement fierté et admiration devant une solidarité et le courage des personnels soignants, les médecins. Nous parlons avec des médecins, nous parlons avec le personnel soignant. Oui. Aujourd'hui, hier, j'ai perdu un ami, Chérif Melboussi, un homme, un militant exemplaire au souffle lent, qui a le cœur sur la main, un humaniste, qui est le porte-voix des sans-voix. Mais à travers lui, c'est tous ceux qui ont perdu la vie, parce qu'on n'a pas un système de santé, parce que la junte militaire, le mukhabarat, la présidence, tous ces responsables ne connaissent même pas le R de responsabilité. Et comment arriver, eux, face à cette obscénité humaine? S'il y a bien un attribut, s'il y a bien une caractéristique, s'il y a bien une nature à ce système, c'est l'inhumanité. L'inhumanité de ce système, d'abord par le mensonge, la fabulation, la manipulation, la perversion. Au moment où on s'intéresse à la situation du Covid, il ne cesse pas de manipuler d'une façon cathodique pour nous faire oublier l'essentiel, que le peuple agonise par manque d'oxygène. Et des fois, ils donnent des explications abracadabrantesques. Ils veulent même pas qu'on parle de nos morts. Ils nous interdisent de parler des conditions. Oui. Non seulement ils nous tuent, non seulement ils nous torturent, non seulement ils nous emprisonnent, non seulement ils nous empêchent de vivre, mais aussi ils ne veulent pas que l'on parle. Non seulement aussi ils détruisent le pays, mais ils incriminent tous ceux qui les dénoncent à travers, et c'est ça le sens du Conseil de l'insécurité qui s'est tenu hier, le sens de la revue Le Djej dans son édito, avec sa dernière phrase en disant dans chaque pays il y a une bonne semence, et la bonne semence en Algérie c'est son armée. Oui. Je suis désolé, la bonne semence en Algérie c'est son peuple, et cette bonne semence qui est en train de donner des fleurs des printemps, c'est notre peuple qui refuse de se résigner, c'est notre peuple qui est solidaire, c'est notre peuple qui est uni, c'est notre peuple, c'est cette femme qui peut-être n'a pas de quoi manger, qui n'a pas à quoi donner, qui a offert ses bijoux. C'est ces deux enfants qui ont offert leur tirelire. C'est ces hommes d'affaires et qui ne sont pas affairistes. C'est tout ce peuple, toute cette dynamique. Mais hélas, même là, ils veulent l'entraver. Ils veulent l'entraver à travers la douane. On avait commandé des oxygénateurs, des régénérateurs d'oxygène. Et l'importateur, ils lui ont enlevé 40 à l'aéroport. Et il a même peur d'envoyer le deuxième conteneur. Ce n'est pas le premier cas. Plusieurs cas ont été signalés. De quelle humanité? De quel système? De quel gouvernement? De quelle responsabilité? De quel compte pouvoir qu'ils ont permis de construire pour pouvoir les juger? Oui. Et enfin, pour dire qu'effectivement, chacun de nous, quand on voit des scènes,
des scènes d'hommes et de femmes suppliant celui qui va mettre à leur disposition des larmes partout, oui. un obus d'oxygène, des scènes d'hommes et de femmes, d'enfants, de frères, de sœurs, d'Algériennes et d'Algériens qui sont là à nous envoyer des messages pour nous dire si on aurait eu un contact, des annonces à travers les réseaux sociaux. Ce système, le peuple l'a dit, à un certain moment, ils vont nous couper l'oxygène. On est arrivé à cette situation où ils ont coupé l'oxygène. Et ils le savent. J'ai trouvé dans mes archives, parce que je lisais dans la revue d'Euclide, les cahiers d'Euclide, une contribution d'un médecin datant d'octobre 2020 sur la politique sanitaire et la situation du système de santé en Algérie. Il avait mis en lumière toutes les carences, que ce soit en manque d'oxygène, toutes les carences de ce système. On ne va pas me dire qu'ils n'avaient pas eu le temps. On ne va pas me dire qu'ils n'ont pas eu les moyens. Et s'ils n'avaient pas eu les moyens, où sont le million de dollars et les 260 milliards de centimes de dons que l'ancien porte-parole de la présidence avait annoncé? Où sont-ils? Où sont les 1000 milliards? Où sont? Oui, il l'avait déclaré. Où sont-ils? Où est cet argent? Où sont ces hôpitaux? Quelle est cette situation qui est meilleure que la Suède, qui est meilleure que les États-Unis, qui est meilleure que l'Europe, qui est la... Et s'ils avaient de la dignité, ces gens-là, ils ne vont pas montrer leur visage aux caméras. Qu'ils aient la dignité et l'honneur de se taire et de disparaître du champ de vision des Algériennes et des Algériens. Les Algériennes et les Algériens, ce n'est pas que de la solidarité. C'est plus que de la solidarité. C'est de la résilience. C'est de l'humanisme à l'état pur qu'il montre le peuple algérien. Le peuple algérien... Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi en même temps que l'État intervienne avec ses moyens, avec ses propres moyens, au lieu justement de ces mensonges? Ils ont construit un pouvoir, mais ils n'ont jamais construit un État. Un État, c'est un ensemble d'institutions qui répond à un certain nombre d'attributs dont venir en aide dans le temps de grandes catastrophes ou en cas de besoin aux citoyens. Où sont-ils? Quand ils ne mettent pas à la disposition, nous avons fait des propositions. Moi, personnellement, j'en ai fait des propositions. On ne va pas nous dire que vous ne faites que critiquer. Un corridor humanitaire pour la diaspora, pour acheminer un corridor. Qu'est-ce qui les empêcherait de le faire? Qu'est-ce qui les empêcherait de faire un schéma directeur de distribution de l'oxygène? Qu'est-ce qui les empêcherait de rendre gratuits les tests PCR? Parce que c'est là où se situe justement l'absence de chiffres et le mensonge et la prise en charge tardive. Et puis le ministre nous dit une phrase que tout le monde connaît dans les soins palliatifs. Ce n'est pas quand on est totalement atteint, justement, qu'on va demander de l'oxygène. Qu'est-ce qui a fait que les citoyens sont totalement atteints parce qu'il n'y a pas de test Covid? Il n'y a pas de PCR, la PCR qui se fait à 3600 dinars. Qu'est-ce qui les empêcherait de perquisitionner, de réquisitionner les cliniques privées, les hôtels, qu'est-ce qui les empêcherait de mettre à la disposition du privé les moyens dont dispose l'institution militaire? Ils ont des hôpitaux, ils ont du personnel, ils ont des moyens, ils ont beaucoup de choses. Et la dernière information que je mets au conditionnel il y a 2 jours de ça, ils sont même venus dans l'usine qui fabrique du Lovinox, ils ont pris tout le Lovinox, l'anticoagulant, et aujourd'hui il y a une pénurie de Lovinox. C'est ça qu'on va parler. Non seulement... Donc il n'y a pas d'État, Saïd Akrine, c'est ça? On n'a pas d'État au sens moderne du terme. Un État, c'est un ensemble d'institutions dont la finalité est l'utilité sociale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous avons une institution judiciaire? Quand Rabah Karesh, aujourd'hui, qui est détenu, quand nous avons plus de 200 détenus et qu'il y a l'instrumentalisation, nous avons des administrations. C'est devenu des appareils au service de ce pouvoir, justement, qui a fait dans l'anti-État depuis l'indépendance
confisqués jusqu'à aujourd'hui. On va parler de la justice, Saïd Aklin, dans un moment. En attendant, on va regarder cette journaliste, justement, qui s'appelle Dalia Nariman, qui pleure aussi, elle aussi, parce que son père est malade et elle ne trouve pas d'oxygène. Regardons cette vidéo avant de continuer. الله غالب الحق الموس العظم اللي يعرفكش واحد عنده أكسجين ولا عنده كونسنتراتور d'oxygène ولا المهم أكسجين سيل فوبلي بأي ثمن اللي يحبها نعطيها له المهم نجيبها بلوتو بوسيبل بابا راهم في عائلة لي زوبيتو تاعنا كاتاستروفيك يعني تشوفوا لي زوبيتو كيفاش راهم معمرين سيل فوبلي اللي عنده أكسجين يبعثها لي بدراهم ما نزهقش بعطل بدراهم نخلصها بدراهم سي با ان بروبليم سيل فوبلي وفرونا برك الأكسجين لي زوبيتو ما فيهمش الأكسجين بابا راهو قاعد مرمي في لوبيتال هكذا بلا أكسجين عبالك شنو. Écoutons maintenant ce médecin de Rélizen, qu'est-ce qu'il nous dit. علاه يموت قدام منطقه ندير الاول 5 موتى خرجنا من صباح اي جون دام مراه ولات 27 سنه ما شافتش كاع دنيتها ماتت البارح اي جافي 18 سنه هاني يقول 18 سنه مونغوليا مسكينه ماتت انا عندي في السيرفيس علاه يا غاشي صبحه ابو قادر انا مانيش من صبحه ابو قادر انا نسكن في واتريو بصح عشت فيها انا في صبحه واتريو الصبحه وابو قادر انا بالصبحه ابو قادر دروك ما طقناش شنو نعطيه ليا راه يموت قدامي خاصو الاكسجين ما عنديش الاكسجين شنو نعطيه انا زيني عندنا قلوب الله غالب ما طقناش عاونونا ما خاصناش حاجه كبيره خاصنا الحصه تاعنا يا المسؤولين ما كاش كثر من الموت خاصنا الحصه تاع الصبحه والله الحصه تاع الصبحه تفوت في لوطوس وتفوت ديريكت 10 ايام انا طبيب راني عمل في Hassan Hirsch, un pays qui veut respirer, tout simplement. Non, mais c'est un scandale national. Ce n'est pas le premier, mais là, ça atteint vraiment le paroxysme. Oui. Ça atteint vraiment un point de non-retour. Je veux dire, si le divorce existait déjà entre les gouvernants et la société, aujourd'hui, c'est un divorce prononcé et définitif. Je veux dire, comment ça se fait? Un peuple en larmes. Comment ça se fait? Oui, il y a des cris de détresse de partout. Ah oui, des de montagnes, partout. du désert, des villes, Oui. de partout, des hôpitaux, des maisons. Il n'y a pas un endroit qui ne soit pas touché dans ce pays-là. C'est-à-dire, et on assiste à une indifférence totale de ce qui devrait être les institutions qui sont responsables normalement. On nous parle, on nous vante la puissance de l'armée, le machin, son matériel. Oui. On nous dit qu'elle a fait des progrès incroyables, qu'elle est prête à faire face. Mais fais face justement déjà. Où au sont les problème moyens de l'armée, Fais la justement. guerre au virus. Comment? Oui. Tu ne peux pas faire la guerre au virus, tu peux faire la guerre à des puissances étrangères. À Pegasus. Non, mais il y a un problème là. Il y a un problème. Il faut mobiliser toutes les énergies qui puissent exister. Oui. Et je suis absolument convaincu que les appelés algériens sont prêts à sortir, à aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé, à aller dans les maternités, à aller dans Oui. les maisons, etc. Pour peu qu'on leur donne l'autorisation, qu'on leur donne le matériel, qu'on leur donne la possibilité d'agir. Mais il y a un problème là. C'est-à-dire que l'État est omniprésent quand il s'agit de la répression, quand Oui. il s'agit de cibler un certain nombre de citoyens qui seulement proposent un certain nombre de choses pour leur pays, les arrêtent, les fichent, les mettent en prison, les condamnent de façon expéditive. Ce pays-là n'est pas capable de soigner ses enfants, n'est pas capable de soigner son peuple, n'est pas capable de faire face à une pandémie Oui. qui date maintenant d'au moins 2 ans. Et un qu'en président plus- qui ne s'adresse même pas justement à ce peuple. Mais c'est un président qui n'a Laisse la place à Chengriha, bien sûr. mais qui s'en fout complètement, royalement de ce qui se passe. Il cherche tout simplement à préserver son pouvoir, Oui. son précaré, son petit confort. Oui. Lui, s'il a un problème de virus, il va partir en Allemagne. Voilà. On nous dit qu'on a le meilleur matériel
mieux encore que l'Europe, etc. Mais à ce moment-là, pourquoi Tebboune va se soigner en Allemagne ou en Europe? Pourquoi tous les cadres militaires, les officiers supérieurs, les généraux, les colonels, pourquoi les ministres, les walis se soignent en Suisse, en France, en Allemagne? Même pour un petit bobo. Et un prof, oui, il y a un gros problème. Donc là, il y a une responsabilité historique. Et sur le plan local, M. Hirsch, Pardon beaucoup se posent la question justement aussi sur les élus locaux, puisque là, on parle d'élections locales justement qui vont peut-être avoir lieu en novembre. Les appuis, par exemple, ils sont passés où? Ils ont un budget, quand même. Oui, oui. Pour ne pas parler des APC, parce que c'est vrai que les maires sont très limités dans ce sens. Après, on ne sait pas exactement ce qui se passe, malheureusement. On sait très bien que les médias algériens, de quoi ils s'occupent? Ils s'occupent des ministres, des généraux, des Chingriha, etc. Il n'y a pas une télévision en Algérie, une télévision du peuple. Là, par exemple, la différence entre la télévision algérienne et le maghrébien, c'est quoi? C'est que tout simplement, le maghrébien, on rencontre des gens, on rencontre des citoyens, on rencontre des gens qui militent, qui réfléchissent. Et on voit qui à la télévision algérienne? On voit des ministres, des walis, des militaires, des officiers, Chengriha. C'est tout ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a un jour, dans les télévisions algériennes, on voit le petit peuple, on voit les gens de la rue, on voit les gens à leur domicile, etc., dans leur activité? Aujourd'hui, les médecins ne peuvent pas travailler, les infirmiers ne peuvent pas travailler, tous les soignants ne peuvent pas travailler. Tous ceux qui peuvent éventuellement contribuer à faire face à cette dangereux virus, et on les bloque. On bloque le matériel envoyé par les migrations. Ça, c'est très grave, par contre. C'est absolument grave. J'espère bien que ça va se débloquer, parce que ça pourrait décourager les jeunes immigrés qui aujourd'hui sont mobilisés 24 heures sur 24. Et les ouvriers, les smicards aujourd'hui cotisent pour justement faire face à cette pandémie. Et en face, on met un blocage au niveau de la distribution de ce matériel. Mais c'est absolument affolant. Aujourd'hui, ce crime d'État doit être absolument condamné. Et le peuple algérien, je pense qu'il ne l'oubliera pas, parce que ça dépasse complètement les limites. Monsieur Youfsah, Hassan Hirsch parlait des médecins, justement. On compte au moins 53 médecins, justement, qui ont laissé leur vie depuis des mois. Et Tebboune, on se rappelle tous de ce qu'il a déclaré Tebboune. Il a dit que 2 mois travaillés dans le service Covid, c'est 1 an de retraite. Ils sont où toutes ces promesses? Parce que les gens travaillent justement dans ce service depuis maintenant 18 mois. Je pense que encore une fois, il se trompe. Il se trompe d'objectif, il se trompe de priorité. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ils ont besoin de moyens pour pouvoir pratiquer leur profession et traiter les malades. C'est de ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de masques, ils ont besoin de gel, ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de lits, ils ont besoin ils ont besoin d'autres collègues qui soient recrutés. Il y a des médecins qui sont en Algérie qui sont au chômage. Il y a des infirmiers qui sont au chômage. Il y a des aides-soignantes qui sont au chômage. Alors que tous les hôpitaux manquent de personnel. Et il y a des gens, il y a des professionnels de santé aujourd'hui qui travaillent 24 heures sur 24. On a vu le médecin là qui est proche de la crise. Il va tomber. Il ne peut pas continuer à travailler comme ça. On voit comment il réagit. Donc, encore une fois, la question. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer est vraiment très très grave. C'est pas une petite chose. C'est vraiment pas une petite chose. Ça veut dire qu'on a là un État qui a 60 ans. Ça fait 60 ans depuis que nous sommes indépendants. Presque une soixantaine d'années. Un État qui a 60 ans. Ça veut dire qui a atteint l'âge adulte. Ce n'est pas la première année d'indépendance, ce n'est pas la 2e année, ce n'est pas la 5e année, ce n'est pas la 10e. 60 ans. On vient de passer une 20aine d'années avec des rentrées en devises et en dinars sans équivalent durant toute l'existence de l'État algérien indépendant. C'est vrai. Et on se retrouve aujourd'hui avec des hôpitaux qui n'ont pas d'oxygène. C'est-à-dire que
Mais c'est inimaginable. Ça veut dire que les gens qui sont responsables de cette situation-là, ils sont responsables de la mort des citoyens algériens par manque d'oxygène. Et que diriez-vous alors des gens... Parce que c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Si ils avaient fait leur travail correctement, je ne pense pas qu'on aurait eu cette situation aujourd'hui. Vous pensez quoi justement de ces gens qui... Juste vous expliquent- la deuxième chose, c'est que non seulement que eux ils ne traitent pas, non seulement que eux ils ne réagissent pas, mais en plus de ça, ils empêchent les autres d'aider. Aujourd'hui, je connais donc beaucoup de militants ici, par exemple, en France. Tous les comités de village, toutes les associations sont à pied d'œuvre et sont en train d'acheter donc des générateurs d'oxygène. Ils veulent les envoyer. Le principal obstacle, c'est comment le transférer d'ici en Algérie. Parce que l'Algérie... Il y a 20 tonnes quand même d'équipements qui sont arrivés aujourd'hui. Vous avez vu les images. Oui. Donc ça va. L'acheminement se passe très bien pour le moment. Mais pas du tout. Ou alors vous avez d'autres informations. Mais pas du tout. Moi, je prends mon comité de village, comité de mon village. Bon, ils ont décidé donc d'acheter un ensemble donc, de générateurs. Les générateurs sont achetés, celui qui est chargé, donc l'importateur, il a à sa disposition, etc. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas encore de moyens de transport. Il attend son tour. Mais tu attends ton tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Attendre son tour. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent. On peut pas, ils ne peuvent pas faire comme ça. Il y a des avions d'Air Algérie, ils peuvent mettre à disposition, comme le disait Saïd tout à l'heure, un corridor, donc mettre en place, situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Ils peuvent mettre en place un ensemble d'avions. Oui, l'État devrait mobiliser à 100% la flotte algérienne qui est aujourd'hui comment dirais-je, au niveau des aéroports, pour justement transporter donc les produits que les citoyens algériens un peu partout donc veulent envoyer en Algérie. Ils ont bien fait un pont aérien pour un match de football voilà, pour les supporters jusqu'au Soudan. Bon, voilà, cette opération peut être renouvelée pour des raisons sanitaires. Je voudrais juste quelques secondes par rapport à ta question tout à l'heure sur les élus locaux. Je peux témoigner en tout cas sur ma région, et Ouadrine. Les 4 maires de la Daïra et Ouadrine se sont mobilisés. Il y avait un hôpital... Je n'ai pas parlé de maire. C'est plutôt les appuis, parce qu'ils ont quand même un budget. Oui, bien sûr. Parce qu'on les voit des appuis qui donnent des milliards quand même pour des clubs sportifs. Mais là, il y a une urgence sanitaire, il y a des gens qui meurent. On ne les voit pas, ces gens. Et voilà, je voudrais quand même profiter justement pour, remercier tous les maires qui se sont mobilisés là-dessus. Ils ont été les premiers d'ailleurs à faire face à l'absence de l'État. Et l'exemple est Ouadrine encore une fois. Il y a un hôpital qui traîne depuis 7 ans. La première pierre a été déposée il y a 7 ans. L'immeuble est construit, etc. Un petit hôpital de 60 lits, l'État n'a pas été capable de le finaliser, de l'équiper. Il a fallu la mobilisation des 4 maires. Je leur tire chapeau. C'est comme ça qu'il faut faire. Saïd Akni. Ce système, comme disait Aïd Ahmed, ce n'est pas tant notre vie qui les intéresse, c'est plutôt notre mort. C'est pour cette raison qu'ils construisent encore. Nous avons bien vu l'inauguration d'un cimetière intelligent. Nous avons bien vu l'inauguration de prisons. Et d'ailleurs, j'incite ceux qui peuvent le faire, de faire une étude comparative entre le nombre d'établissements de santé construits depuis l'indépendance à aujourd'hui et le nombre de prisons construites. Pour pouvoir voir le nombre de places de prison par habitant et le nombre de médecins par habitant, pour comprendre ce qui se passe réellement dans cette situation de non-État et d'anti-État.
non-État, parce que quand on ne vient pas au secours de son peuple, s'il neige, s'il pleut, Oui. c'est les inondations et il n'y a personne. Les incendies. S'il neige, c'est les routes bloquées, il n'y a personne. S'il y a des incendies, il n'y a pas de Canadair et on nous laisse brûler. C'est pour cette raison, cette transformation des institutions en administration. Le ministère de l'économie est devenu une administration entre la main des oligarques. Et d'ailleurs, ils sont en train de tout faire pour libérer l'espace. Et selon des informations, le Vinox, ils vont créer une pénurie parce qu'il y a un général qui a importé plus d'1 million de boîtes et il a signé un contrat avec une entreprise pour pouvoir les écouler. Tout est possible. C'est une poignée de la junte militaire qui s'en sert d'une façade civile qui n'a aucune importance. Regardez le décalage. Quand un tchoupi de député touche 40 millions, un médecin spécialiste touche 10 millions de salaire. Quand un député de Tchoupi touche 40 millions et un infirmier ou une infirmière touche 5 millions. Quand un député ou un sénateur qui ne servent absolument à rien, c'est des assemblées, levez-vous, couchez-vous, ça c'est des institutions. Oui. La présidence, le premier élément pour que je l'appelle président, c'est la légitimité. Oui. Est-il légitime? Donc il n'est même pas un chef d'État. S'il n'est même pas l'ombre de lui-même, il n'a aucune prise de décision, ce n'est qu'une façade. Vous faites quoi alors de ces analystes justement qui sont en train de nous dire en ce moment que tout ce qui se passe comme pénurie et comme incendie aussi, comme vous l'avez bien souligné, manque de l'eau aussi dans beaucoup de localités en Algérie, est juste fait exprès pour déstabiliser Tebboune. Enfin, guerre des clans bien sûr, la fameuse guerre. À chaque fois, nous, Oui. ça ne nous intéresse pas tout ça. Celui qui est dans un poste et qui n'assume pas et qui n'a pas les capacités et les moyens de répondre aux aspirations du peuple n'a qu'à prendre ses affaires et partir. C'est pas, ils nous ont bassinés avec cette histoire de lutte de clans. Il n'y a pas de farine, c'est la lutte de clans. Il n'y a pas de médicaments, c'est la lutte de clans. Il y a pas de... Nous, les clans, on les renvoie dos à dos. Aujourd'hui, il n'y a pas d'oxygène. Moi, il n'y a pas de clan. C'est le système lui-même. C'est le système qui a construit un pouvoir qui fonctionne dans l'informel et qui outrepasse complètement. Je vous donne un exemple. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui leur permet de dissoudre les assemblées communales élues? Aucune. Mais ils vont le faire. La commission de vérification ou de contrôle des élections, elle est anticonstitutionnelle. Ce Chorfi anticonstitutionnel, Tebboune anticonstitutionnel, leur constitution anticonstitutionnelle. Le tout est anticonstitutionnel et nous, on va spolluer la tête quel clan et on va nous ramener dans le jeu de clan. Il n'y a pas de clan, il y a un Parce que c'est ce qu'il va déclarer Saïd Akrine. Tebboune ce soir, d'ailleurs, il va rencontrer la presse nationale, enfin 2-3 journalistes bien sûr comme d'habitude, et il va certainement nous dire ceci, que c'est l'Issaba qui est en train de nous bloquer. Il l'a déjà fait au moins 3 fois depuis qu'il est là. Écoute, Hussein, depuis des années, il nous bassine avec cette histoire de clan. Nous, ce qu'on sait, c'est que le pouvoir qui est là, il n'est pas légitime. Il est issu de traficotage des élections. Les dossiers, les plus grands dossiers qui sont des dossiers... Allez, s'il y a réellement une lutte de clans, est-ce qu'un jour il y a des lignes rouges? La question des disparus, la question des assassinats politiques, la question de 200 000 morts et 20 000 disparus, la question des milliards dilapidés. Est-ce qu'on a vu un jour l'un des généraux être poursuivi pour rendre... Quand on trouve dans la maison d'un général, on trouve plus de 800 milliards de dinars, Oui. de centimes. Et des bijoux.
800 milliards de Et centimes. d'un secrétaire du FLN. Et d'un secrétaire du FLN. Oui. Je ne parle pas de la dernière affaire de celui qui a acheté la nationalité à 130 000 dollars. Je ne parle pas de lui. Oui. Je ne parle pas de lui. Je parle des anciens généraux quand il y avait eu la première vague d'arrestation. Oui. Et lui aussi, et c'est tous les mêmes. Moussa el Hadj Moussa. Donc, quand on trouve dans sa maison, on trouve 800 milliards de centimes. On trouve 2 millions d'euros. Ça, c'est une banque ou une maison? Ouais. Et il sort de prison. Et il est à l'air libre. Et celui qu'ils vont prendre en prison, c'est la même chose. La seule chose qui leur permet juste de récupérer l'argent et de l'utiliser justement. Quand on trouve cet argent dans les maisons, ce n'est pas pour le cacher. Parce que dans justement leur lutte, pour régler certaines conflictualités entre eux, on vient avec des valises d'argent. On les donne. Laissez-moi en place, tenez ces valises d'argent. Donc ils nous ont bassinés avec cette histoire pendant des années. Eux, ils n'ont qu'à se manger entre eux. Les loups ne se mangent jamais entre eux. Qu'ils laissent le pays et qu'ils partent. On l'a dit de toute façon. Aïssa Rahmoun est avec nous. Aïssa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme. Aïssa Rahmoun, bonsoir. Marhaba bik. Oui, bonsoir. Salam alaikum à tous les invités, à tous les téléspectateurs de Maghribia. Bonsoir, Yatik Saha. Aïssa Rahmoun, alors on parle de tout ce qui se passe en Algérie, la situation sanitaire, mais aussi cette histoire de Walid Qaddour aussi, cette exhibition un peu bizarre, immorale aussi, jugée par les Algériens sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas compris cette sortie justement qui nous rappelle un peu le scénario de Toufiq aussi, et Saïd Bouteflika. Qu'est-ce qui se passe et la présomption d'innocence dans tout ça, vous qui êtes avocat? Non seulement, oui, tout à fait, non seulement l'épisode de Walid Qaddour qui est à dénoncer en termes d'arrestation, de présentation pour l'opinion publique à travers la presse du régime et les médias, الدكاكين الإعلامية كما يسميهم بوجمع أردوان هذوك الدكاكين الإعلامية. Souvenez-vous que ces mêmes médias ont fait la promotion, ont fait les éloges de Walid Qaddour au moment de son intronisation comme PDG de Sonatrach. Absolument. Force est de constater qu'aujourd'hui, les mêmes médias, les mêmes journalistes pratiquement le prennent comme ça avec des scènes inhumaines, immorales, qui dépassent tout entendement. Ça me rappelle aussi l'épisode des funérailles de Maître Yahya Laïfa, le frère qui est un avocat, le frère l'ex-chef du gouvernement, Ahmed Yahya. Oui. Quand on ridiculise un humain de telle manière, je suis pour, je vais vous dire, je suis pour que les procès soient des procès équitables. C'est un principe pour un défenseur des droits de la personne humaine, mais aussi pour un avocat qui respecte les procédures et la présomption d'innocence. Je suis pour que tous les responsables qui ont commis des crimes, comme Saïd Aknin l'a si bien dit, durant les années 90, durant les années 2000, parce les Algériens, on a vécu pratiquement 2 épisodes de notre histoire qui sont l'histoire récente, et les plus accablantes, les plus violentes réellement. Une guerre civile durant les années 90, une guerre économique contre les Algériens. Nahb, vous savez, Nahb, la dilapidation. La dilapidation, elle dépasse le vol, elle dépasse la corruption. Nahb, c'est le vol à un stade industriel astronomique à la fois. Durant les années 2000, les Algériens ont subi aussi, et la preuve elle est là, avec la crise sanitaire, avec la pandémie de la Covid-19 qui se propage, et quand le peuple se défend, s'organise, s'auto-gère d'une manière assez lucide, assez intelligente. Je suis pour qu'il soit jugé, mais dans le cadre d'une justice transitionnelle qui accompagne un processus de transition démocratique. Les standards internationaux en termes de justice transitionnelle et en termes de transition démocratique ont prouvé nettement qu'on pouvait faire une halte, observer l'histoire, revisiter l'histoire
dire les vérités aux Algériens, ce qui s'est passé durant les années 90, ces milliards de dollars détournés, dilapidés par un régime qui s'est accaparé de l'État. Voilà une junte militaire qui s'accapare de l'État. Une junte militaire qui s'accapare de ce qu'ils appellent, eux, la République. Parce que depuis l'indépendance, 60 ans d'indépendance à nos jours, l'Algérien n'a jamais senti, n'a jamais respiré le sens de la République, le sens d'un État avec des institutions, des pratiques institutionnelles, des responsables qui assument leurs responsabilités, qui démissionnent quand il y a échec. Vous savez, je viens de voir une vidéo du président du comité athlétique de la délégation algérienne qui sont rendus à Tokyo à l'occasion des Jeux Olympiques. Vous savez, c'est incroyable comme réponse réservée au peuple algérien. Incroyable comme on fuit la responsabilité devant des situations catastrophiques. Là, c'est la face apparente de l'iceberg. Imaginez, et effectivement, il nous parle, comme disait Saïd, je suis tout à fait d'accord, il nous parle de lutte de clans. Il y a deux clans dans ce pays. Il y a le régime, il y a le peuple algérien. La lutte est une lutte verticale. Le régime, il s'est accaparé de l'État. Il s'est accaparé des institutions. Il s'est accaparé des ressources naturelles et humaines de l'État. Oui. Il s'est accaparé de l'histoire de l'État. Mais Issa Rahmoun, puisque vous avez parlé des médias aussi, ces mêmes médias, justement, dakakines, les boutiques médiatiques, comme vous les appelez, c'est très bien dit d'ailleurs, c'est les mêmes, justement, qui ont fait l'éloge, bien sûr, de Oueltrdour, c'est les mêmes qui ont fait tout ce cirque au cinéma autour de l'histoire de l'arrestation de Tawfiq. C'est les mêmes qui reviennent aujourd'hui, mais on a vu hier quelque chose un peu... Le chargé de communication auprès de Tebboune à la présidence, M. Belkhaïm, c'est lui qui était un peu le chef d'orchestre, justement. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Vous savez, quand il y a interférence d'un responsable Oui. de tel niveau dans les affaires de la justice et de la gestion médiatique de ce genre d'affaires, ça nous rappelle directement la séparation des pouvoirs. Vous savez, dans les pays qui se respectent, la justice, quand elle fait son travail, quand il y a extradition de gens qui sont recherchés par les services, par Interpol pratiquement et par leur pays d'origine, souvenez-vous de l'épisode de Assange, souvenez-vous de l'épisode de DSK, Dominique Strauss-Kahn, et beaucoup d'autres affaires qui ont fait la une des médias internationaux par leurs arrestations, par le show qu'ils ont réservé à ces arrestations. On n'avait pas vu les commanditaires, probablement, de ces affaires dans la scène, organisés comme chef d'orchestre, comme vous l'avez dit, comme celui qui donne le la pour une si belle interprétation musicale ou théâtrale. Mais là, on voit l'interférence, l'injonction, l'orientation, la manipulation, l'orchestration ourdie, l'orchestration merchmouche. Quand on voit la justice qui est devenue un appareil, les médias qui sont devenus un appareil, les députés, d'ailleurs, pour les députés, permettez-moi de placer un mot sur ça. On est dans un processus institutionnel qui va consacrer ce qu'ils appellent, eux, l'Algérie nouvelle. Oui. Ces députés qui sont élus à 25 voix chacun, à 75 voix, à 1000 voix au maximum pour celui qui a battu les records en termes d'élections, est-ce qu'ils se sont intéressés à cette crise sanitaire à tel point qu'un groupe parlementaire organise une conférence de presse, que l'Assemblée nationale tient une session extraordinaire entre les deux sessions selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour installer des commissions de crise? Est-ce qu'il y a eu une décision, une commission d'enquête de cette Assemblée nationale diligentée pour découvrir ces comment dirais-je, ces croque-morts, ces gens qui font dans le commerce, ceux qui s'enrichissent à la base de la mort de milliers de citoyens sur des bouteilles d'oxygène. Est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête pour inspecter les services douaniers et voir est-ce que l'acheminement du matériel financé par le peuple algérien arrive à terme?
tout ça, est-ce que cet APN, هذوك اللي طمعوا هذوك اللي نواو باللي رانا في مسار لتأسيس جزائر جديدة, ils se trompent de lecture. Tout ça nous renvoie, à, Monsieur Rahmoun, encore une fois, à parler justement du système judiciaire algérien. Oui, ben, tout à fait. Est-ce qu'il y a un procureur général de n'importe quelle wilaya qui a osé ouvrir une enquête? Est-ce qu'il y a un procureur de la République qui a osé ouvrir une enquête? Si ce n'est un ordre qui est venu par le commandant ou le colonel du CTRI ou là du commandement de la gendarmerie ou là de téléphone, les Jemel Fog. Non, qu'ils arrêtent. Les magistrats doivent comprendre une chose. C'est des enfants du peuple. Ils sont devenus des tâcherons. Avec les privilèges qu'ils ont, les privilèges ne peuvent pas durer. Face à la montée, face à la colère du peuple, je crains une chose pour ces magistrats, et j'en ai beaucoup d'amis avec qui j'ai fait des études. نهار تعيط نوض القدافة وتكسر ذاك القيد كي الجبال الوحدة لا سيد لا عبيد والراحة تكون معدومة عليهم. الراحة ils vont منا للقدام, ils n'auront pas de paix, ils ne seront pas respectés. Ils sont maudits déjà par le peuple algérien. Qu'ils essayent d'être eux-mêmes des magistrats qui ont prêté serment, des enfants du peuple, qui soient dans l'éthique de la profession, dans l'éthique de leur mandat, qui est rendre justice avec toute âme et conscience. Restez avec nous, Issa Rahmoun Hassan Hirsch. Cette histoire donc de l'extradition de Walid Qaddour, beaucoup l'ont qualifié aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, comme opération ratée, puisque les Algériens se sont dit, c'est quoi encore cette histoire? Le problème, l'urgence, c'est l'oxygène. Et vous nous ramenez Walid Qaddour, on ne veut pas de Walid Qaddour, on veut de l'oxygène. D'autres questions aussi qui se sont soulevées, c'est quelles sont les contreparties liées à cette extradition? Oui, de toute façon, il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés à travers ce genre d'image. D'abord, c'est une politique spectacle. Oui. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas en réalité à faire justice. Un bouc émissaire. Voilà, mais à faire du théâtre, à faire du spectacle autour de ces affaires. Et puis, essayer de consolider cette pseudo-thèse comme quoi il y aurait des clans ou un clan qui essaierait de déstabiliser Tebboune, etc. Bon, ceci explique cela. Mais on sait très bien que depuis Mbella, mais surtout le mégalomane et paranoïaque Boumediene Bokharouba, on disait, oui, Boumediene est formidable, extraordinaire, mais c'est son entourage. Et c'est une politique qui existe depuis les Abbassides. Oui. On disait, oui, le chef, oui, le sultan, c'est le meilleur et tout ça, mais il se trouve que son entourage n'est pas à la hauteur, son entourage est en train de comploter, etc., etc. On en est dans cette culture-là, ce despotisme oriental. Il est là, donc il est responsable. Pardon? Il est là, donc il est responsable. Non seulement il est responsable aujourd'hui, mais il est responsable demain. Oui. Il est responsable du blocage de la société, du verrouillage du système aujourd'hui algérien qui aujourd'hui est un système complètement soviétisé, complètement despotique, complètement orientalisé. Aujourd'hui, comme disait Saïd Akni tout à l'heure, on assiste à des cavernes d'Ali Baba chez tous les walis, tous les ministres, les chefs du FLN, etc., les généraux, etc. Ils ont organisé des casernes d'Ali Baba chez eux. C'est absolument un scandale indescriptible. Oui. Alors que le peuple algérien manque de produits de nécessité, manque de produits de pharmaceutiques. Aujourd'hui, l'école est en ruine, l'économie est en ruine, la santé est en ruine, l'environnement est en ruine, le pays en entier est en ruine, le système monétaire est en ruine, le système bancaire est en ruine. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas un secteur dans notre pays qui puisse donner au moins exemple. On pourrait regarder vers ce secteur-là en se disant, ah, tiens, peut-être que ça pourrait déteindre sur l'ensemble. Donc, aujourd'hui, juste peut-être un ou deux mots par rapport à ça. C'est que les mêmes
qui ont mis les menottes à Ould Qaddour, qui les avaient mises à Ouihia, qui les avaient mises à Toufir, les mêmes, eh ben, qui applaudissent, ils vont applaudir quand ils vont être libérés. On les a vus avec Toufik. Ils ont applaudi l'emprisonnement de Toufik. Et ils ont applaudi la sortie de Toufik. Aujourd'hui, Toufik est chez lui. Oui, ils ont applaudi la condamnation de Nozar. Oui. Ils ont applaudi le retour de Nozar. Oui. Ainsi de suite. Demain, Tartag va sortir, ils vont applaudir les mêmes qui avaient applaudi son emprisonnement. Oui. Et c'est des gens du système, ce sont des apparatchiks, ce sont des gens qui ont pris la place des gens compétents. Aujourd'hui, s'ils ne veulent pas de clan, c'est très simple. Il suffit d'organiser la démocratie, de vraies élections, d'être transparent, de préparer leur départ, de sortir de ce système mortifère, d'aboutir à ce que demande le Hirak depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire organiser un processus de démocratisation du pays, une vraie assemblée nationale, de vraies élections au niveau local, régional et national, un véritable... Mais on va dire, Tebboune risque d'être déstabilisé par ça. Mais il est déstabilisé par ses scores. Il a été, qui a voté pour Tebboune pour qu'il soit stable? Même pas Chengrih. On ne peut pas parler de stabilité dans un pays où l'Assemblée nationale a été officiellement votée à 23% et qu'on sait que la réalité est moindre que ça, que le président lui-même a été élu avec moins de 30% et on sait très bien que c'est autour de 10-15% au grand maximum, c'est-à-dire uniquement au niveau des corps d'État. Bon, et on peut multiplier évidemment des exemples qui sont légion. Et la revue Le Djish qui nous parle donc de la main étrangère, qui nous parle de l'ennemi extérieur. Les Algériens demandent, le seul ennemi aujourd'hui des Algériens, c'est la Covid, c'est l'oxygène surtout, et ce système bien sûr. Mais je pense que la question est sérieuse, c'est-à-dire que ça fait maintenant presque 60 ans, à chaque fois qu'il y a un problème, on nous sort la théorie du complot. Complot de l'étranger, complot régional. Bien sûr, la Kabylie, elle est toujours désignée dans cette situation. Mais le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que les bases de leur argumentation, elles sont totalement inopérantes pour l'immense majorité des citoyens algériens. C'est inopérant. Et c'est pour ça que ça dénote aussi la faillite non seulement de ces responsables, mais de l'ensemble de leurs relais, l'ensemble des relais. Quand on aborde la question de Ould Qaddour, qui était donc directeur général de Sonatrach. Mais d'après la Constitution, celui qui a tous les pouvoirs de nomination, c'est le président de la République. Mais premièrement, le premier responsable, c'est celui qui l'a nommé. Mais en plus de ça, on voit bien là un scénario, un vrai scénario. Mais c'est vraiment c'est un film qu'ils sont en train de passer. C'est pas possible. C'était pas possible de montrer comme ça un citoyen. Bien sûr, il a été dans ce système et il reste un citoyen algérien. C'est ça l'Algérie nouvelle. Justiciable, pris par deux policiers à gauche, à droite, avec je ne sais pas combien derrière, et avec des menottes. À quoi servent ces menottes? Et des caméras de partout. De le filmer pendant qu'il signe, pendant qu'il appose son index. Mais c'est un scénario honteux, mais vraiment honteux. Mais derrière ce scénario, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on veut faire? En réalité, on veut cacher les vrais responsables. Parce que l'un des principaux responsables de ça, c'est Chekib Khalil. Il est où, Chekib Khalil? Parce que c'est lui qui traite les dossiers. Et autour de Chekib Khalil, il y a de très très gros dossiers, pas seulement celui de Ould Qaddour. On n'a pas fait ça avec Nzar. Non, je pense que... Qui était rentré dans un avion présidentiel tranquille. Je pense que l'histoire de Nzar, de Toufik, etc. Je pense que... Je pense que le problème n'est pas encore véritablement posé. Et ils ne peuvent pas le poser. Ceux qui sont à la tête de cet État aujourd'hui ne peuvent pas poser l'origine, vraiment,
l'origine donc du problème de l'Algérie aujourd'hui. Il n'y a que de vrais représentants du peuple, mandatés pour le faire, avec la force de la mobilisation des citoyens, qui peuvent le faire. Je pense que, et juste il y a un dernier mot, je pense que, encore une fois, ce dossier, comme celui de la crise sanitaire, etc., montre que, c'est-à-dire que fil après fil, ils sont en train donc vraiment de couper le lien que le citoyen a qui reste encore avec cet État Algérie, parce que c'est notre pays, ça reste quand même un pays qu'on aime et un pays qu'on veut qu'il soit meilleur. Oui. Et ça, on voit très bien que ça prépare une vraie crise sociale, une vraie révolte sociale. Pacifique, c'est le meilleur. Et ça, moi, personnellement, j'adresse un appel pressant à ce que, effectivement, aux Algériennes et aux Algériens, aux compatriotes, pour s'auto-organiser, pour s'organiser, et bien entendu, à maintenir la mobilisation, la fraternité, l'unité, et bien sûr la lutte pacifique, la Selmiya. On va regarder cette vidéo, justement, Saïd Akinine, par rapport à cette main étrangère, l'ennemi extérieur, et on revient. فيه مؤامرة لزعزعة الاستقرار هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. نجاح هذا الاستفتاء يشكل مصدر مخاطر على كل المخططات التي دبرت ضد الجزائر. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان. Saïd Akinine, مستهدفة depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Le Djeish encore aujourd'hui, dit que nous sommes de toute façon, ciblés, visés. Les racines de ça, c'est dû à l'histoire de l'Algérie qui a de tout temps combattu, et eux, ils essaient d'instrumentaliser un certain nombre d'éléments existants dans la sociopsychologie nationale pour pouvoir justement endormir le peuple. À cet instant, les pluies diluviennes, c'est la main étrangère. Les feux de forêt, c'est la main étrangère. L'absence des avaloirs, c'est la main étrangère. Le manque d'oxygène, c'est la main étrangère. L'incontinence des généraux, c'est la main étrangère. Leur aphasie et leur Alzheimer, c'est la main étrangère. Il faut arrêter, on ne prend pas les gens pour des cons. Je crois que cette façon aussi de leur répondre de ma part en utilisant le deuxième, c'est comme cette histoire du cannibalisme clanique qui ne m'intéresse guère, il est vulgaire, obscène, mais je crois que ce que demande notre Selmiya, notre révolution, elle demande à ce qu'on fasse une transition économique, une transition juridique, une transition politique, une transition à tous les niveaux. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de vengeance. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui humilient. La Selmiya n'humiliera personne. Quant à ceux qui servent le système, ils n'ont qu'à méditer aujourd'hui. À cet instant... Pourquoi ils ont toujours besoin justement de créer cet ennemi, de parler d'ennemi? C'est toujours une diversion pour faire oublier leur ratage et leur faillite. À cet instant, comment oublier les regards? Comment oublier ces hymnes à la vie? Ces hymnes à la vie que vous nous avez volés et que vous avez volés à la vie. Comment oublier tant de sourires arrachés à leurs proches? Comment oublier nos mères, nos pères, nos sœurs, nos frères, ces Algériennes et ces Algériens qui gémissent, qui pleurent à n'être par faute d'oxygène? Comment oublier des haragas qui ont péri dans la mer? Comment oublier les cris de ce médecin, les larmes de cette infirmière,
par impuissance? Comment oublier tant de messages reçus pour de l'oxygène et qu'on n'a pas pu répondre? Oui. Comment oublier les milliards détournés? Comment oublier cette situation dont ils ont transformé le pays en risée internationale? Comment oublier aussi cette solidarité citoyenne? Comment oublier aussi ces médecins qui font des actes de bravoure? Comment oublier cette femme qui a donné ses bijoux? Oui. Comment oublier ces enfants qui ont donné leur tirelire? Comment oublier cette force des Algériennes et des Algériens, même dans la douleur, dans la tristesse, à être unis, à être solidaires, à être humains face à l'inhumanité d'un système? Même si il y a des difficultés, même s'il y a du malheur, il y a des larmes, il y a des cris, il y a des gémissements, le peuple algérien triomphera, sa révolution triomphera et on va bâtir une Algérie telle que souhaitée par Abben, Mustafa Ben Boulaïd, Karim Belkacem, Hussein Tahmed et beaucoup d'autres. Et beaucoup de moudjahidés et de shuhada. Je reviens vers vous, Saïd Aknin, pour le dernier mot. Hassan Hersh, dernier mot, dernier tour de micro. Je pense que le régime qui parle de complot, c'est très simple. C'est un régime complètement malade, paranoïaque. Le complot, les trahisons, oui, les menaces, et tout l'ennemi toujours extérieur. Ça fait partie des troubles de personnalité de nos généraux, de ceux qui dirigent, etc. On se souvient de Boumedienne. Il est tellement paranoïaque qu'il fallait assassiner tout ce qui lui était opposant, c'est-à-dire tout ce qui avait une autre idée de l'Algérie. Et donc, on en est là. Ils ont assassiné Boudiaf parce qu'ils étaient justement paranoïaques. Ils s'imaginaient des complots pas possibles, des trahisons, des machins, etc. Donc, on assassine. Ouais. Aujourd'hui, c'est le même scénario en réalité. Donc, on a vu comment ils se mettent eux-mêmes les uns les autres en prison, les problèmes de cocaïne, les problèmes de détournement, etc. Aujourd'hui, le système est tellement pourri, tellement paranoïaque qu'effectivement, ils sont habités par le complot parce que tout simplement, ils ne veulent pas reconnaître ils ne veulent pas de la démocratie. Il suffit de la démocratie pour justement mettre fin à tout complot. Et je termine, c'est notre dernier mot, je crois, c'est ça? Ben, je représente encore mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Et je remercie tous les acteurs sociaux et les médecins, etc., tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour soigner la population. Mourad Yefsah, quelques secondes avant de finir. Oui, je pense que cette théorie du complot, ça signifie encore une chose, c'est que ces gens, encore une fois, c'est un manque d'intelligence, même au niveau de l'argumentation. Oui. On voit qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont absolument rien à dire. Prendre les Algériens pour des concombres. Mais d'autant plus que nous sommes dans une période où finalement les complots, c'est ceux qui parlent de complots qui eux-mêmes ont édifié les complots. La preuve, vous venez de les faire passer, ils sont en prison. Ouihia est en prison. Tous les responsables de la majorité présidentielle de Bouteflika sont tous en prison. Tous les responsables du FLN sont en prison ou en fuite. Tous les généraux, mais plus de 30 généraux qui étaient à la tête de l'État sont en prison. Donc les complots en réalité, c'est eux qui sont les responsables de ce complot. Et je rejoins ce que disait Hassan aussi, donc un salut fraternel et bien sûr félicitations et bon courage pour tous les professionnels de santé et les citoyens qui sont... J'entends le générique qui monte. Saïd Akine. Et admiration au peuple algérien. Honte au système. Merci Saïd Akine, merci Mourad Yefsah, merci Hassan Hersh, merci Issa Rahmoul, merci à vous toutes et à tous. Qimad Dilhna, bonne soirée, à demain Inch'Allah.